Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Ouverture hier des travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés à Kampala en Ouganda avec la participation du Premier ministre en sa qualité de représentant du président de la République. Dans son allocution lui en son nom, Abdelmadjid Tebboune a appelé à intensifier les efforts collectifs pour plaider en faveur des justes causes, à leur tête la cause palestinienne. Dans notre grand format de ce week-end, nous nous sommes intéressés à l'histoire et à la création du mouvement des non-alignés. 25 pays ont participé à sa création. L'Algérie est attachée à ses principes. Elle soutient de tout temps les questions de libération à travers le monde et les droits des peuples à la liberté. Plus de 100 jours de bombardements incessants. La bande de Gaza est un véritable champ de ruines. Le bilan des victimes ne cesse d'augmenter. Les organisations humanitaires dénoncent une situation chaotique. En parallèle, le Maroc, qui préside le comité ad hoc pour la libération d'Al-Quds occupé, se garde de condamner ce génocide. Dans notre page sportive, nous parlerons du match très attendu qui opposera l'Algérie au Burkina Faso à partir de 15h à Bouaké. Nous reviendrons sur les derniers préparatifs de la sélection nationale. Cette CAN 2023 est aussi l'occasion de mettre en valeur la culture et l'artisanat ivoirien. Un reportage est à suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Deuxième jour des travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés à Kampala, en Ouganda, a été marqué par une condamnation unanime de l'agression sioniste contre le peuple palestinien. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé hier dans une allocution lui en son nom par le Premier ministre Nader El-Arbaoui que l'Algérie, qui occupe depuis janvier et pour une durée de 2 années consécutives un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, œuvrera partant de son histoire, de ses valeurs constantes et de sa vision future ambitieuse à renforcer l'action internationale multilatérale en tant que principe immuable de sa politique étrangère et à faire prévaloir les règlements pacifiques des conflits sur la confrontation tout en traitant les causes profondes des conflits ou de chercher à les contenir. Ce qui avait compliqué à retarder le processus de leur règlement. Le président de la République a souligné que l'Algérie s'engageait à défendre depuis la tribune du Conseil de sécurité les valeurs et principes du MNA, dont la pertinence et l'efficacité ont toujours été prouvées et qui constituent la base des positions de l'Algérie vis-à-vis des différents développements régionaux et internationaux, et la source de ces efforts et initiatives visant à répandre la paix et la stabilité. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a tenu en marge de sa participation aux travaux du 19e sommet du mouvement des non-alignés. Le ministre il a tenu justement en marge de ce sommet. Dans le cadre de la délégation conduite par le Premier ministre Nader El-Arbaoui, des rencontres bilatérales avec ses homologues de Palestine, de Tunisie, du Yémen, d'Azerbaïdjan et du Tchad. Ahmed Attaf a évoqué avec le ministre des Affaires étrangères de l'État frère de Palestine, Riyad El-Maliki, les derniers développements de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination pour intensifier la pression diplomatique sur le Conseil de sécurité afin de l'amener à assumer ses responsabilités pour imposer un cessez-le-feu et assurer la protection internationale au peuple palestinien. Les entretiens d'Ahmed Attaf avec son homologue tunisien, Nabil Amar, ont constitué une occasion renouvelée de passer en revue de nombreuses questions relatives aux relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, ainsi qu'au développement dans la région du Maghreb. Les entretiens bilatéraux du ministre des Affaires étrangères avec son homologue yéménite Ahmed Awad Belmoubarak ont quant à eux été consacrés à l'examen des développements de la crise dans ce pays frère et aux moyens par lesquels l'Algérie, depuis son siège au Conseil de sécurité, peut contribuer à soutenir le processus politique parrainé par l'ONU. Et puis lors d'une rencontre avec son homologue azerbaïdjanais, Djenou Bayramov, les deux ministres ont passé en revue les échéances à venir et les moyens à les exploiter au service des priorités de la coopération bilatérale dans les domaines politiques et économiques. Et puis lors de sa rencontre avec son homologue tchadien, Mohamed Saleh Al-Nadif, les deux ministres ont convenu de la nécessité de préparer au mieux la prochaine session de la commission mixte de coopération et devrait insuffler une nouvelle dynamique aux relations historiques et profondes entre les deux pays et deux peuples frères.
On vous propose de remonter au contexte et à l'histoire du mouvement des non-alignés qui, à sa création, a regroupé les pays qui ne souhaitent pas s'inscrire dans une logique d'affrontement, mais au contraire favoriser l'indépendance effective de pays dans le cadre de la décolonisation. 25 pays d'Afrique, d'Asie et du Proche-Orient, entre autres, participent à sa création. Depuis, l'Algérie s'est attachée aux principes de ce mouvement. Elle a grandement contribué à soutenir les questions de libération à travers le monde et au droit des peuples à la liberté et à l'autodétermination. C'est le grand format de ce week-end. Il est extrait d'un documentaire réalisé par Nawal Abada. Tout commence en 1955 à la conférence de solidarité afro-asiatique de Bandung en Indonésie, lorsque les présidents Abdel Nasser, Tito, Nehru et Sukarno revendiquent leur non-alignement. Une égale distance entre les deux puissances, l'URSS et les États-Unis. Le premier pas vers la concrétisation du mouvement des non-alignés. La première réunion, c'était Bandung. Mais Bandung, ce n'était pas le non-alignement encore. C'était une conférence afro-asiatique. Et son principal objectif, c'était l'affirmation des droits des peuples. Et c'est pour ça que le non-alignement est intimement lié non seulement au refus de la politique des blocs, mais aussi par l'affirmation du droit à l'autodétermination et à l'indépendance, la libération, la décolonisation. Mettre fin à l'impérialisme et lutter pour l'autodétermination des peuples devient donc, avec l'émergence du mouvement, une urgence dans l'histoire. Pour les Algériens, c'est justement la voie empruntée. Au moment de la tenue de la conférence de Bandung, la guerre de libération nationale n'a que quelques mois. Pourtant, elle est représentée par une délégation comme membre observateur. L'écho de la révolution algérienne dépasse les frontières. انتصار يعني كبير وطبعا نحن كنا كشباب أول تجربة يعني في مؤتمر دولي على مستوى القمة. الجزائر بدأتها من 55 لما شاركت في أول مؤتمر باندونغ في 55 كان حضر فيه هايد أحمد وحضر فيه محمد يزيد. هذا امبورطون. هذاك الوقت كان واحد ما يسمع بالجزائر. لكن الوفد الجزائري كان موجود ولكن الجزائري كانوا موجودين هناك وسكرنو هذاك الوقت لعب دور حقيقة خارق العادة. Le premier sommet des non-alignés se tient à Belgrade, en ex-Yougoslavie, en septembre 1961. 28 États y prennent part. Le gouvernement provisoire algérien envoie une délégation. La décolonisation, la lutte contre le racisme et l'apartheid, le désarmement nucléaire notamment, sont les points les plus importants de l'ordre du jour. Des messages de paix dans un monde marqué par l'adversité et le désir de dominer. C'était un courant politique solidaire qui se créait et qui a mûri pour arriver à sa pleine expression organisée en tant que mouvement. Du mouvement se décline en 63 et 64 le groupe des 77 et la CNUSED pour reléguer son influence au sein des institutions internationales. Les conflits continuent de miner les relations internationales. Ils seront abordés au sommet du Caire en 64 et de Lusaka en Zambie en 70. En 1973, un autre pas est franchi à Alger lors du 4e sommet. Alger, c'était plus clair, plus net pour ceux qui sait lire les déclarations. Il ne s'agit pas de ne pas s'aligner sur les autres, mais d'affirmer sa propre existence. L'indépendance formelle n'est pas suffisante. La véritable souveraineté n'est possible que dans la mesure où vous maîtrisez les instruments de votre souveraineté, d'ailleurs vous l'avez dans plusieurs déclarations, l'intégrité territoriale et le développement économique. Il y a eu un record de participation. C'était très important. Plus un record d'observateurs. Des pays européens ou des pays d'Europe de l'Est, la Roumanie notamment, était observatrice. Il y avait beaucoup de pays observateurs. Donc, et à Alger, s'est dégagé un consensus, un vaste consensus, autour de ces questions économiques. Alger a permis, et puis la dimension, le dynamisme de sa diplomatie à l'époque, on s'est dit, c'est la solution enfin trouvée. La misère règne dans le sud. Le constat est dressé.
L'économie constitue un champ conflictuel clair. L'exigence d'un nouvel ordre économique international s'impose comme fondement de la paix. Le sommet d'Alger ne s'est pas limité à contester, mais a su proposer une solution de rechange via une démarche commune. C'est à partir de là, d'ailleurs, il y avait la résolution sur la souveraineté permanente sur les ressources naturelles dont tout le monde parle. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est un aspect, et un aspect significatif du reste. Et c'est sur cette base que la revendication, tout cela aboutissait à la revendication d'un nouvel ordre économique international. Le mot a été lâché. C'est donc à Alger que l'interdépendance des données politiques et économiques est mise en exergue. Un discours que portera l'Algérie l'année suivante dans la tribune onusienne. الذي نعيش في ظله اليوم وهو في نظر أغلبية البشرية نظام جائر بال تجاوزه الزمن تماما مثل النظام الاستعماري الذي يستمد منه أصوله ومضمونه ولكونه نظاما ينمو ويتدعم ويزدهر بفعل ديناميكية تعمل دون توقف Alger poursuit sur sa lancée et s'impose en tant que locomotive du mouvement. Elle le guidera dans la voie de la solidarité horizontale et de la paix. أن أعلن على أسماعكم بأنه وقع الليلة البارحة اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين إيران والعراق. Après plus de 100 jours de bombardements incessants, la bande de Gaza est devenue un champ de ruines. Le bilan des agressions sionistes a atteint les 24 762 victimes, en grande majorité des femmes, enfants et adolescents, et 62 108 blessés. Les agences humanitaires de l'ONU dénoncent une situation chaotique. Selon l'ONU Femmes, 2 mères tombent en martyrs à Gaza toutes les heures. De son côté, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés a déploré que les forces de l'occupation sioniste ont arrêté des milliers de Palestiniens à Gaza dans des conditions pouvant s'apparenter à de la torture. Amel Bouarba. Les forces d'occupation sionistes ont perpétré durant ces dernières 24 heures 12 massacres, faisant au moins 142 martyrs et 250 blessés. Le nord et le sud de Gaza, notamment Khan Younes, a été ciblé par d'intenses frappes. Après plus de 100 jours de destruction massive, l'enclave palestinienne est devenue un véritable cimetière à ciel ouvert. Les Palestiniens ne meurent pas seulement sous les bombes, mais aussi des conséquences de la famine et des conditions de vie épouvantables, imposées par l'occupant sioniste qui agit en toute impunité. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, a signalé qu'il y a près de 20 000 naissances dans des conditions infernales. Depuis le début des bombardements sionistes, nombre d'entre eux risquent de mourir à cause des conditions de plus en plus désastreuses. Les problèmes chroniques d'accès à l'aide ont fait que des césariennes ont été pratiquées sans anesthésie, tandis que d'autres femmes n'ont pas pu accoucher de leur bébé mort-né en raison du manque de personnel médical. De son côté, dans un rapport publié aujourd'hui, ONU Femmes souligne que 2 mères tombent en martyrs à Gaza toutes les heures, ajoutant que sur plus de 24 620 Palestiniens tombés en martyrs, environ 70% sont des femmes et des enfants. Au moins 3 000 femmes sont devenues veuves et chefs de famille et au moins 10 000 enfants ont perdu leur père. Pour sa part, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés a souligné que les forces de l'occupation sioniste ont arrêté des milliers de Palestiniens dans d'horribles conditions. Détenus dans des lieux inconnus pendant des périodes allant de 30 à 55 jours, ces Palestiniens ont été humiliés et torturés sans accès à leur famille ni à l'aide juridique, déplore l'agence onusienne. Soumis à des passages à tabac, à des humiliations et à de mauvais traitements, les détenus palestiniens ont eu les yeux bandés pendant de longues périodes. Certains, pendant plusieurs jours d'affilée, dénoncent encore l'agence onusienne.
Nouvelle alerte aussi de l'Organisation mondiale de la santé qui a mis en garde contre les conditions de vie inhumaines dans le petit territoire côtier, dont la population manque des besoins les plus élémentaires, y compris de télécom. Plus de 1,9 million de personnes, soit 85% de la population totale de Gaza, a été déplacée, dont près d'1 million de femmes et de filles. L'ensemble de la population est en situation de crise ou d'insécurité alimentaire aiguë, s'alarment les agences onusiennes qui appellent à nouveau à un cessez-le-feu humanitaire immédiat et un accès sans entrave pour tous les habitants de Gaza. La bande de Gaza est aujourd'hui la plus grande prison à ciel ouvert au monde. L'entité sioniste, ce génocidaire qui bénéficie visiblement du quitus de tous les gouvernements occidentaux, notamment de celui des États-Unis, de ceux d'Europe de l'Ouest. Et le Maroc, qui préside pourtant le comité ad hoc pour la libération d'Al-Quds occupé, se garde de condamner ce génocide, le plus grand de l'histoire contemporaine. Malika Belal. À l'heure où Gaza fait face à un génocide et une épuration ethnique sans précédent, et au moment où des États et des organisations font pression pour imposer un cessez-le-feu, le régime marocain a annoncé via son ambassade auprès de l'entité sioniste l'ouverture de ses portes aux sionistes, malgré les voix libres du Maroc appelant à la rupture des relations avec l'entité occupante et à l'arrêt de la normalisation. Contrairement aux revendications de la rue marocaine d'abandonner la normalisation, le Marzen consolide ses relations avec l'occupation sioniste et dessert l'étau imposé par la pression internationale en réponse à ces agressions perpétrées contre la bande de Gaza pendant plus de 100 jours et l'assassinat de plus de 24 000 Palestiniens. L'annonce faite par le régime de Mohamed VI d'octroyer des visas aux sionistes à partir du 22 janvier est une énième preuve sur l'implication du Marzen dans tous les agissements sionistes. Pis encore, le Marzen n'a toujours pas condamné explicitement l'agression sioniste contre la bande de Gaza, se limitant à s'exprimer à travers de simples communiqués sa profonde préoccupation. Censé être le président du comité d'Al-Quds, Mohamed VI n'a pas soufflé un mot sur les meurtres à Gaza. Le gouvernement marocain a même refusé de recevoir des membres de la société civile qui devaient lui remettre une pétition ayant récolté 10 000 signatures appelant à condamner officiellement l'agression contre la population de Gaza ainsi que la rupture de toutes les relations avec l'État sioniste coupable d'occupation coloniale et d'apartheid et continue d'ignorer les manifestations dans de nombreuses villes du pays en soutien à la Palestine. Au moment où le Marzen s'enfonce davantage dans un silence assourdissant sur les crimes de l'entité sioniste en Palestine occupée, des dizaines d'organisations anti-normalisation au Maroc continuent de dénoncer l'incursion du ministre sioniste controversé dans l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa. Les opposants à la normalisation au Maroc ont dénoncé le silence complice du Marzen face aux violations de l'occupant sioniste à Al-Quds occupé et aux meurtres quotidiens de Palestiniens, la démolition de leurs maisons, la confiscation de leurs terres et biens ainsi que les atteintes à leurs lieux saints. Le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a exprimé son rejet catégorique de l'accueil par le Maroc d'un sommet, le deuxième du genre, à réunir des pays faisant partie des accords dits d'Abraham, considérant cet événement comme une alliance politique et militaire dirigée contre la résistance palestinienne et toutes les forces marocaines solidaires avec le peuple palestinien a dénoncé cette alliance qui constitue une menace réelle pour la paix. Depuis le 7 octobre et à travers sa politique, le Maroc ne fait que s'enfoncer davantage en eau trouble, tentant de conserver une approche équilibrée, une position qui risque de ne pas résister si les agressions s'éternisent et le bilan s'alourdit. Mahaté Moundi est un opposant marocain, journaliste et enseignant qui fait beaucoup parler de lui ayant passé un long séjour dans les prisons marocaines. Traqué et harcelé par le régime du Marzen en raison du fait qu'il ne faisait que défendre les droits des Marocains. Aujourd'hui, il continue de lutter malgré un procès intenté à son égard par la justice marocaine. Badé Amarni.
La traque aux voies libres se poursuit au Maroc. Le devant de la scène médiatico-politique marocaine est occupé par l'historien Marti Moundji, harcelé par le Makhzen qui l'a traîné en justice. Célèbre pour avoir croupi dans les prisons du Makhzen, mais aussi pour la grève de la faim qu'il a menée dans les geôles du régime marocain, Marti Moundji fait encore parler de lui et le fera pour longtemps. Faisant face à une énième atteinte à la liberté de la presse et aux droits de l'homme dans un royaume qui ne recule devant rien pour se maintenir au détriment d'un peuple de plus en plus étouffé par le poids d'une crise sociale. Accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, ce journaliste historien et militant des droits humains dans son pays, Marti dénonce une procédure qui dure depuis 2015 pour faire taire sa voix, comme celle des autres opposants au régime du Makhzen. D'ailleurs, le harcèlement de cet opposant marocain ne s'arrête pas là, puisqu'il a été suspendu de son poste de professeur à l'Institut des études africaines, affilié à l'université Mohamed V de Rabat, où il enseigne avant d'être interdit. كانوا كيتعرضوا لمحاكمات سياسيه واضحه في المغرب، وهذا الشيء كيجعل منهم ابطال وكيجعل الراي العام يساندهم. اما الان كيتهموهم بالاغتصاب، بالسرقه، بالخيانه، وهذا الشيء يعني اكثر فعاليه بحيث كيتعزلوا على الراي العام. Avec son ami journaliste marocain Hicham Mansouri, il fonde l'association des journalistes marocains d'investigation. Son harcèlement vient confirmer les multiples atteintes à la liberté de la presse et aux droits de l'homme au Maroc, contre lesquels tout le peuple marocain s'est soulevé. Marti Moundji appelle à un sursaut salvateur de la classe politique et de la société civile pour remettre sur rail un régime aux abois. Et on passe à notre page spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Nous ne sommes plus qu'à moins de 3 heures de cette rencontre très attendue qui opposera l'Algérie au Burkina Faso au stade de la paix à Bouaké pour le compte de la deuxième journée de cette CAN. Nous revenons ce midi sur les derniers préparatifs de la sélection nationale et sur la conférence de presse de l'avant-match animée hier par le sélectionneur national. C'est avec Smaïl Mkaidia. Après le nul contre l'Angola, l'équipe nationale est dans l'obligation de réagir face au Burkina Faso pour le compte de ce second match du premier tour. Prenant des allures de finale du groupe entre deux adversaires qui se connaissent très bien, cette rencontre se déroulera à 14h sous un soleil de plomb, mais les camarades de Ben Nasser Smaïm se sont préparés en conséquence. On a pris ça en considération, mais ça sert à rien de se torturer le cerveau. Il y a un match à jouer, soit à 2h, à midi, à 8h du matin, on doit jouer. Ça sert à rien d'en faire des tonnes. L'horaire est fixé, on se prépare en fonction. Et maintenant on est concentré sur le prochain match qui comme tous les matchs va être très important. Et on va essayer de faire mieux, faire beaucoup mieux sur ce qu'on a fait de moins bien le premier match. Mieux nanti à la faveur de la victoire face à la Mauritanie, le Burkina Faso sera appuyé par une forte galerie composée de supporters qui feront le court déplacement à Bouaké. Un avantage que les Burkinabés comptent mettre à profit pour prendre leur revanche sur l'équipe algérienne qui les a éliminés par 2 fois en éliminatoire de la Coupe du Monde. C'est un match différent. Ce n'est pas le même match que le premier match. Avec une équipe complètement différente comme adversaire. Donc effectivement on a savouré, je dirais, une demi-heure la victoire contre la Mauritanie, mais au bout d'une heure, en rentrant à l'hôtel, déjà on a commencé à préparer le match de l'Algérie. On est prêt, les matchs ici mais se ressemblent pas. Ça c'est un autre match contre l'Algérie. On sait qu'on a devant nous ils ont des attaquants qui sont très forts. Et voilà, c'est à nous de montrer que ça sera un grand match. Une belle affiche entre l'Algérie et le Burkina Faso au stade de la paix de Bouaké, au plus grand plaisir des puristes.
3 matchs étaient au programme de la journée d'hier pour le compte du groupe B. Le Cap-Vert s'est largement imposé face au Mozambique avec 3-0 et se qualifie donc pour le prochain tour. De même pour le Sénégal, vous verrez, qui a battu le Cameroun 3-1. Pour sa part, la Gambie s'est inclinée face à la Guinée 1-0. Et puis pour aujourd'hui, d'autres rencontres sont au programme, 3 pour être plus précises. Elles sont attendues, bien sûr. Notre sélection nationale sera en appel face au Burkina Faso à partir de 15h. L'Angola affrontera la Mauritanie à 18h et la Tunisie le Mali à 21h. Le Sénégal, tenant du titre, a validé son billet pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations en venant à bout du Cameroun avec 3-1 dans un match comptant pour la 2e journée du groupe C, une rencontre disputée hier soir à Yamoussoukro. C'est une compétition continentale que la Côte d'Ivoire a organisée avec brio, rien n'est laissé au hasard. L'occasion aussi de mettre en valeur la culture et l'artisanat ivoirien. Notre envoyé spécial Smaïl Mraïdia est allé à la découverte du trésor patrimonial de la région, à l'image de la poterie. Rien de tel qu'une immersion dans le quotidien de ces artisans pour découvrir leur C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Je vous donne rendez-vous à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi et bon appétit à vous.